Bonjour à toutes et à tous. Il y a 2 livres qui vous sont annoncés dans le programme, mais avec le même auteur. Donc je vous propose qu'on ne les traite pas forcément successivement, mais qu'on les traite d'abord globalement, et puis après, je poserai quelques questions à l'auteur. Je précise qu'il est bon pour la salle que les unes et les autres, les uns et les autres, puissiez poser les questions qui vous sembleraient utiles. Alors, les 2 livres dont il est question, c'est La nouvelle politique linguistique au Pays basque, Eguzki Urteaga vous a été présenté tout à l'heure, et L'essor du vote nationaliste basque. Moi, j'avais amené mes livres au cas où, mais je vois qu'on les a déjà posés. J'ai les 2 livres que vous voyez. Alors, précisez tout de suite qu'Eguzki Urteaga est professeur de sociologie à l'UPV, à l'Université du Pays basque, et les 2 livres qu'il apporte aujourd'hui au Biltzar traitent de sujets sur lesquels cet enseignant-chercheur a déjà beaucoup écrit. Si j'ai bien regardé un peu les notices, une trentaine de bouquins sur le sujet et plus de 200 articles. Quand on parle d'articles, ce n'est pas des articles n'importe comment, c'est des articles scientifiques, donc lus par des comités scientifiques, etc. Donc approuvés, c'est de l'écriture universitaire au sens strict du terme. Le travail d'Eguzki Urteaga consigne les évolutions que traverse le Pays basque, tant au plan politique que linguistique. Il s'agit en fait d'une œuvre qui accompagne ces évolutions. Je parle d'œuvre parce que là, nous sommes en train de traiter, en gros, ce qui commence au début des années 2000 jusqu'en 2020, mais toute une partie de son œuvre, c'est toute la période précédente. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a une œuvre. Je veux dire, il y a une espèce d'accompagnement, donc un travail qui consigne ces évolutions. En lisant ces 2 livres, on comprend qu'Eguzki Urteaga tient une sorte de carnet de bord qui permet de lire non pas de façon anecdotique ou éditorialisée, mais de façon scientifique, non seulement les évolutions, mais les dates et les changements clés sur ces 2 sujets dont on constate aujourd'hui beaucoup plus précisément les évolutions où il y a un marquage, il y a des choses qui sont extrêmement lisibles. Ces textes sont dénués d'idéologie et ils soulignent tous les faits qui ont fait que le Pays basque dans lequel nous vivons aujourd'hui est un organisme vivant qui trouve jour après jour, combat après combat, un chemin qui lui est propre, un chemin que je dirais spécifique. Pour tous ceux qui s'intéressent à ce pays, à notre pays, ces livres, à mon avis, sont essentiels parce qu'ils nous permettent de comprendre quand, pourquoi et comment les changements sont intervenus. Ce n'est pas un point de vue de Sirius qu'a l'auteur, mais c'est un travail de terrain. Aucun fait significatif ne nous échappe, puisque tous sont consignés systématiquement les uns derrière les autres. Bref, si certains attendaient, eu égard au titre, une lecture éditorialisée des mutations du Pays basque, tout cela se tromperait. Nous sommes dans le factuel, nous sommes dans les signes qui font sens. C'est une partie du travail des universitaires de comprendre ce que veut dire tel événement. Travail de journaliste aussi, puisque je l'ai fait, mais de façon beaucoup plus sérieuse probablement chez un universitaire que chez un journaliste. Alors, on va peut-être commencer par le vote, si vous en êtes d'accord. Et comme vous avez déjà tout écrit, c'était très difficile pour moi de trouver une petite anfractuosité qui m'aurait permis de poser une question pertinente qui gênait l'auteur et qui aurait donné matière à débat. Donc, je vais vous poser une question très générale. Sur la question du vote, quelles sont les grandes dates qui signent l'essor du vote nationaliste basque? Est-ce que vous pourriez nous les donner et nous dire pourquoi vous les considérez comme des dates essentielles? Alors, avant de publier cet ouvrage sur l'essor du vote nationaliste basque qui concerne les 15 dernières années, j'avais préalablement publié en 2007 un livre qui retraçait donc l'évolution du vote nationaliste basque depuis 1963, date à laquelle donc le mouvement Mbata se constitue, jusqu'en 2004.
Et donc, l'objectif de ce livre était d'assurer une sorte de continuité et d'analyser l'évolution donc, du vote nationaliste basque au cours des 15 dernières années. Fondamentalement, je distingue 3 périodes. La première, donc, qui va de 2005 jusqu'en 2011, où le vote nationaliste basque se consolide surtout lors des élections municipales, lors des élections départementales, et où le vote nationaliste basque donc, devient progressivement la troisième force politique et joue un rôle d'arbitre surtout donc, lors des seconds tours, dans la mesure où, dans un scrutin majoritaire, donc, les votes des nationalistes basques deviennent décisifs en la matière. Puis ensuite une seconde phase donc, qui démarre en 2011, qui va jusqu'en 2017, au cours de laquelle un pan, une étape supplémentaire va être franchie dans la mesure où, surtout lors des élections départementales et municipales de 2014-2015, le vote nationaliste basque progresse en voix, progresse également en pourcentage. Et de ce point de vue-là, les élections départementales de 2014 vont être tout à fait décisives dans la mesure où, lors du premier tour, sur 12 circonscriptions, lors du premier tour, donc, dans 5 circonscriptions, les abertzalais vont se qualifier à la première ou à la seconde place. Et dans tous les cas, ça va se produire donc, au détriment donc, du Parti socialiste. Et donc, c'est un élément tout à fait essentiel dans la mesure où, lors du second tour, donc, il va y avoir une extension de ce vote, ce qui va montrer que les nationalistes basques vont être capables d'attirer des votes supplémentaires venant des écologistes, venant des socialistes, venant des autres forces de gauche. Et donc, progressivement, lors de cette seconde période, les abertzalais vont se positionner comme une alternative aux forces de centre-droit qui ont été prédominantes donc, au Pays Basque Nord durant les dernières décennies. Et enfin, donc, la dernière phase débute en 2017 et jusqu'à nos jours, et va se caractériser à la fois donc par l'institutionnalisation du territoire avec la création de la communauté d'agglomération Pays Basque en 2017, dès l'instant où cette institution va se constituer à partir du 1er janvier, et ensuite, dans le domaine du processus de paix, des avancées tangibles vont être effectuées avec donc le désarmement de l'ETA, puis donc la dissolution de cette organisation, et donc cela va jouer un rôle fondamental dans l'évolution de l'attitude de la population vis-à-vis donc du vote nationaliste basque. Le livre a été publié donc en février, c'est-à-dire juste avant les élections municipales, et on a pu constater que lors de ces élections municipales, cette tendance n'a fait que se confirmer. On a pu constater, ces élections ont eu lieu dans un contexte très particulier, très conditionné par la Covid, avec une période, un écart relativement important entre le premier et le second tour, mais les résultats montrent que malgré une baisse notable de la participation en raison de la Covid, le vote nationaliste basque a continué à progresser en voix, en pourcentage, et cela a permis donc de déboucher sur un accroissement du pouvoir institutionnel, puisque les nationalistes basques ont obtenu les mairies notamment de Cibourg, d'Urugne, également d'Itxachu, auxquels se sont ajoutés, bien entendu, donc, les mairies que les nationalistes basques gouvernaient déjà. Et donc, ça démontre, d'une certaine façon, que le vote nationaliste basque progresse lentement mais sûrement, et qu'aujourd'hui, donc, il se positionne clairement comme étant une alternative aux principaux partis de gouvernement, qu'ils soient de gauche ou de droite. C'est intéressant parce que vous avez évoqué tout à l'heure le fait que c'est devenu la troisième force politique, notamment en Iparralde, mais parce que de l'autre côté, c'est autre chose. Mais en même temps, le vote, c'est le deuxième vote, ils ont dépassé la gauche. En matière de vote à gauche, c'est quelque part les abertzalais aujourd'hui qui occupent l'espace politique qu'occupait le Parti socialiste ou qu'occuperaient en d'autres lieux les écologistes. Tout à fait. Aujourd'hui, les nationalistes basques de gauche sont la première force de gauche du territoire. Et donc, on s'aperçoit que progressivement, donc, ils se sont substitués donc, aux autres forces de gauche. Historiquement, en France, dès l'instant où il y a eu la 5e République et un mode de scrutin majoritaire à 2 tours, il y a eu donc 2 partis fondamentaux. D'un côté les Républicains, de l'autre côté le Parti socialiste, et ensuite des petits partis qui s'aggloméraient donc autour de ces partis principaux pour constituer des majorités.
Là, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a une évolution avec donc un effondrement du Parti socialiste, avec un parti écologiste qui, lors des élections régionales et européennes, obtient de bons résultats, mais au niveau local, l'implantation et les résultats ne sont pas les mêmes. Et donc, ce qu'on a pu constater, et ça répond et ça résulte également d'une stratégie élaborée par les partis nationalistes basques, qui a consisté à, notamment lors des élections municipales, à élaborer des listes d'ouverture. Où la tête de liste était nationaliste basque, mais dans la liste, il y avait également des écologistes, des personnes issues du Parti socialiste ou d'autres forces de gauche. Et donc, il y avait une volonté d'ouverture dans la composition des listes et également donc une volonté d'ouverture dans les programmes qui ont été proposés, où, à côté des aspects identitaires liés à la langue basque, à l'institutionnalisation du territoire, il y a eu un souci donc d'offrir un programme global, intégral, comprenant l'urbanisme, l'emploi, la mobilité, etc. Et donc l'objectif était d'adresser à la population une offre qui soit globale. Et donc la conséquence de tout ceci a été que les candidatures nationalistes basques ont été capables d'attirer des électeurs qui, a priori, ne se définissaient pas nécessairement comme étant nationalistes basques. Est-ce que vous diriez que c'est pour ces raisons-là qu'il y a l'essor de ce vote nationaliste basque ? Est-ce que c'est le fait d'avoir amplifié, de ne pas être resté, monothématique, de s'être intéressé à tous les autres sujets, soit de société ou qu'ils soient tout simplement politiques? Est-ce que c'est pour ces raisons-là qu'il y a eu l'essor? Est-ce que c'est le changement du dedans qui a provoqué le changement du dehors? Alors, il est bien évident que c'est un aspect essentiel, mais moi je dis toujours que pour qu'une candidature soit suivie, pour que les électeurs votent pour un candidat, il faut que ce candidat soit crédible. Et donc la crédibilité ne s'acquiert pas uniquement en offrant un programme, aussi séduisant soit-il, encore faut-il que le candidat ou la liste qui porte ces revendications soit crédible, soit jugée crédible par la population. Et cette crédibilité s'acquiert avec un travail de fond qui a été effectué au cours des années, à la fois dans l'opposition, lorsque les candidats nationalistes basques étaient des élus d'opposition. Donc l'exemple de Ciboure est tout à fait révélateur, c'est-à-dire que durant 6 ans, il y a eu tout un travail d'opposition, un travail de fond qui a été effectué, qui a permis de gagner en crédibilité. Mais au-delà, et si on s'inscrit un peu sur la longue durée, ce qui explique le succès des listes nationalistes basques est le fait que le mouvement nationaliste basque a été extrêmement actif dans la société civile organisée, dans le monde des entreprises, dans le monde des syndicats, dans le monde associatif, dans le monde des coopératives, etc. Et donc, cette force vive, cette implication a permis de gagner en crédibilité. Le domaine agricole est tout à fait significatif. Le syndicat ELB se constitue en 1982, et donc il va y avoir tout un travail de fond qui va être fait auprès des agriculteurs, de conseils, d'accompagnement, de revendications, etc. Et ce qui fait que ELB va avoir progressivement la capacité d'attirer à lui des personnes et des agriculteurs qui n'étaient pas nécessairement nationalistes basques dans un premier temps. Et donc, il y a tout un travail de fond qui a été effectué, qui a permis de gagner en crédibilité. Et associé à cela, je dirais que les nationalistes basques, quelque part, ont bénéficié de tout le travail de fond effectué au niveau des idées dans la société civile organisée. Et donc, c'est d'abord une victoire des idées qui a précédé une victoire électorale. Et donc ça, c'est un élément tout à fait essentiel. Et c'est ce qui donne, quelque part, sa force à cette avancée électorale. Est-ce que vous pourriez répondre alors très brièvement cette fois-ci, puisqu'il faudrait passer au second livre, quelles sont les limites à cette tendance? C'est-à-dire, à un moment donné, dans votre livre, vous évoquez le moment où, quelque part, une sorte de plafond de verre possible. Vous ne le signifiez pas tel quel, mais à un moment donné, il y a l'hypothèse qu'il pourrait y avoir un plafond de verre. Alors, moi, je préciserai davantage la question par rapport à certaines zones et certains modes de scrutin particuliers. Il y a, par exemple, donc, une difficulté des forces nationalistes basques à progresser dans le BAB, dans la zone Bayonne-Anglet-Biarritz, et ça s'explique en partie par des facteurs démographiques. Il ne faut pas oublier le fait qu'on a eu les données du recensement récemment qui ont montré que la population du Pays Basque Nord a progressé de 10%, près de 10% en 10 ans. Et ça continue à croître. Et donc, une ville comme Bayonne, par exemple, est passée de 45 000 à 51 000 habitants. Le corps électoral
de Bayonne, d'un scrutin à l'autre, a été renouvelée à hauteur de 30%, ce qui est énorme. Et donc, cette population additionnelle qui est venue vivre au Pays Basque est une population qui est souvent constituée d'actifs et de retraités. Ce sont par conséquent des personnes qui ne vont pas transiter par le système scolaire et donc qui n'auront pas la possibilité d'apprendre le basque, par exemple, par le biais du système éducatif. Et donc, ce sont des personnes qui n'ont pas le même attachement au territoire, la même représentation du territoire, la même histoire, le même lien familial. Hein. Et donc, ça suppose une limite par rapport à ça. Une donnée, dans le BAB, il y a plus de 60% de la population qui n'est pas née au Pays Basque. C'est un chiffre qui est très important, qui est bien supérieur à ce qu'on peut voir, par exemple, au Pays Basque Sud, où ce chiffre oscille entre 15 et 18%. Dans le BAB, on est à hauteur de 60%, ce qui est tout à fait considérable, et ce qui limite quelque part la progression du vote nationaliste basque dans le BAB. Et ensuite, au niveau des modes de scrutin, il y a une difficulté des forces nationalistes à progresser et déjà à pouvoir se présenter lors des élections régionales et européennes, où la circonscription est beaucoup plus large, et donc pour pouvoir se présenter, il faut s'allier à d'autres candidatures et à d'autres listes. Et pour l'instant, les forces nationalistes basques ont eu des difficultés à nouer des listes d'union avec d'autres listes, que ce soit en Occitanie, que ce soit dans d'autres zones, qui leur permettraient donc d'avoir des possibilités réelles, donc d'avoir des élus, ou tout du moins d'avoir des résultats significatifs. On va passer maintenant à la question de la langue. Après lecture de votre livre, alors lecture parfois très attentive, parfois plus distanciée, parce que c'est la même chose, vous donnez énormément d'informations. Mais est-ce qu'on peut dire, comme l'ont affirmé certains linguistes il y a peu de temps, que parmi les langues dites minoritaires, l'euskara serait en voie d'être sauvé? Alors, oui et non. Si on regarde donc la spécificité du Pays Basque Nord en la matière, ce qui fait la spécificité, c'est d'avoir une politique linguistique à nul autre pareil, aussi bien en Bretagne, en Occitanie ou en Alsace. Et donc, ce que j'analyse dans le livre, c'est surtout l'évolution depuis 2004. Hein, c'est une date significative dans la mesure où c'est à partir de ce moment-là que se constitue l'Office public de la langue basque, qui réunit les différents pouvoirs publics, à savoir l'État, la région, le département et les communes, qui étaient représentés dans un premier temps par le syndicat intercommunal de soutien à la culture basque, et qui, à partir de 2017, a été remplacé par la communauté d'agglomération du Pays Basque, qui représente le bloc communal. Et donc, à partir de ce moment-là, il va y avoir donc un effort pour élaborer une politique linguistique spécifique, et cette politique va être élaborée en 2006. Dans un premier temps, cette politique est prévue donc pour 4 ans. Mais nous sommes en 2020 et cette politique n'a toujours pas été renouvelée. Elle a été adaptée, elle a eu une continuité, mais elle n'a pas été renouvelée. Et donc, cette politique linguistique a donné des fruits. Nous avons les données de l'enquête sociolinguistique de 2016 qui montrent qu'on s'achemine vers une stabilisation. Le nombre de locuteurs, c'est-à-dire à la fois des gens qui parlent couramment aussi bien le français que le basque, que des personnes qui sont des bilingues passifs, c'est-à-dire qui comprennent le basque, qui le parlent un peu, mais pas au même niveau que le français, le nombre de locuteurs a tendance à progresser légèrement. Mais l'une des difficultés est liée à l'évolution démographique. C'est-à-dire que si vous avez une stabilisation de la population bascophone, voire une légère augmentation, mais qu'en même temps, vous avez une population du Pays Basque Nord qui augmente fortement, de près de 10% en 10 ans, forcément, relativement, donc ça se traduit donc par un léger recul. Ce que je dirais, c'est que si on regarde un certain nombre d'indicateurs liés aux enquêtes sociolinguistiques, mais aussi au nombre d'enfants scolarisés, par exemple, dans l'enseignement bilingue, sous ses différentes formes, aussi bien à parité horaire que selon le modèle immersif, ces chiffres ne cessent de croître d'année en année. À telle enseigne que l'éducation nationale s'est montrée quelque peu réticente donc, à accompagner cette évolution, voyant donc que la progression était plus forte que celle qu'elle n'avait envisagée. Ce qui suppose la création de sections, ce qui suppose la création de postes, et ce qui suppose également le fait de développer le modèle immersif, y compris dans l'enseignement public et privé.
Et vous savez qu'à l'heure actuelle, il y a un débat, notamment dans la commune donc, de Saint-Père-d'Irube, où il y a un accord de la communauté éducative, du maire, des différents partenaires, pour que l'établissement donc, de la commune puisse proposer le modèle immersif. Et il y a une réticence donc, du rectorat face à cette demande. Je pense qu'il y a une sorte de raidissement de l'éducation nationale en matière face précisément à ce succès, à cette évolution très importante. Donc, pour répondre à votre question, je dirais que les tendances de fond vont plutôt dans le sens d'abord d'une stabilisation du nombre de locuteurs, puis à terme vers une légère réappropriation si on tient en compte le nombre de locuteurs bascophones, mais il faut associer à ça, dans la réflexion, les évolutions démographiques. Et lorsque je disais tout à l'heure que la politique linguistique, le projet de politique linguistique date de 2006, c'est une des limites de cette politique, dans la mesure où elle est quelque peu datée. Et il faudrait intégrer les différentes évolutions institutionnelles, sociodémographiques, pour l'adapter aux nouvelles réalités du territoire et pour permettre donc une progression donc, du nombre de personnes donc, maîtrisant le basque. Outre le fait que des choses n'ont pas été renouvelées depuis 4 ou 5 ans, quels sont les facteurs, quelles sont les limites malgré tout des politiques mises en place? Est-ce qu'il y a des limites importantes? Vous évoquiez, je crois, dans votre livre, à un moment donné, le problème des enseignants. C'est-à-dire que non seulement il faut des postes, mais il faut des hommes ou des femmes pour occuper les fonctions. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a semblé important. Tout à fait. Si on prend la question de l'enseignement, il y a plusieurs limites. La première est liée à la déperdition des enfants scolarisés dans l'enseignement bilingue au fur et à mesure où ils évoluent, ils avancent dans la scolarité. C'est-à-dire qu'il y a plus d'enfants scolarisés dans le primaire. Quand on passe au secondaire, collège, il y a une déperdition, et quand on passe au lycée, encore plus. Et donc l'objectif et l'enjeu, c'est d'assurer une certaine continuité, ce qui suppose également donc d'avoir une offre d'enseignement qui soit suffisante. Longtemps durant, par exemple au niveau du lycée, les ICASTOLA ne proposaient par exemple que les filières générales. Et il n'y avait pas d'offre en matière de filière professionnelle ou technologique. Là, il y a eu un effort qui a été effectué au niveau des ICASTOLA en la matière pour permettre et pour assurer cette offre pour que pour tout élève qui souhaite continuer dans ces filières puisse le faire. Il y a ensuite, comme vous l'évoquiez, la question de la formation des enseignants, qui est une question fondamentale. C'est-à-dire que plus le nombre d'enfants scolarisés dans l'enseignement bilingue augmente, plus le nombre de sections augmente, plus le nombre de classes augmente, et donc forcément, plus la nécessité et le besoin d'enseignants augmente. Et on s'aperçoit à l'heure actuelle qu'il y a une difficulté à pourvoir ces postes-là, y compris les postes qui sont proposés au concours de l'éducation nationale. Tous les postes ne sont pas nécessairement pourvus. Et donc, c'est un enjeu stratégique par rapport à l'avenir. Moi, je dirais qu'il y a une solution qui est relativement simple. Moi, je suis donc professeur à l'Université du Pays Basque, dont il y a 3 campus, à Bilbao, à Saint-Sébastien donc, et à Vitoria. Et au-delà, dans la communauté autonome basque, qui en tient compte de toutes les universités, chaque année sortent 2000 étudiants qui sont professeurs des écoles et qui ont la formation pour pouvoir enseigner. Sur ces 2000 étudiants formés à niveau Bac plus 4, seuls 800 trouvent un poste de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on a un vivier de 1200 étudiants par an qui sont tout à fait formés et capables d'enseigner ici. Et donc, il suffirait tout simplement que l'Éducation nationale assouplisse quelque peu ces critères pour permettre à ces enseignants de pouvoir enseigner ici. Et là, le problème serait réglé immédiatement. Ça renvoie à une question de volonté politique. Et je pense que ça sera un enjeu fondamental face à l'avenir. Mais je dirais que les enjeux, les obstacles ne se limitent pas à la question de l'enseignement. Il y a la question également du statut juridique de la langue basque. Si on compare la situation donc, dans la communauté autonome basque, où c'est une langue co-officielle, qui est reconnue par le statut d'autonomie, mais également par la Constitution espagnole, on n'est pas du tout dans la même configuration donc, en France, où les langues dites régionales ne sont pas reconnues et il n'y a pas de statut de co-officialité. Ce qui se traduit par une certaine vulnérabilité sur le plan juridique et aussi par le fait que les pouvoirs publics n'aient pas l'obligation légale d'assurer, par exemple, donc, cet enseignement-là. Et je pense qu'une certaine évolution dans le domaine juridique
ne serait-ce que la ratification de la Charte européenne des langues régionales, qui avait été faite à l'époque du gouvernement Jospin et qui ensuite avait été censurée donc, par le Conseil constitutionnel en faisant référence à l'article 2 de la Constitution, pose la question du statut juridique, qu'il faudra tôt ou tard aborder et à laquelle il faudra apporter donc une réponse pour que la législation sur le plan linguistique soit davantage homologuée et comparable à ce qui se fait donc dans les différents pays européens. Écoutez, moi je vais vous remercier parce que j'ai re-regardé le programme pour être sûr de ne pas me tromper. Je suis un homme de radio, donc la ponctualité, c'est un peu obsessionnel chez moi. C'est qu'à midi, normalement, il y a la remise des prix Bilsart. Et donc, nous devons terminer. Moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir répondu, même parfois un peu longuement, à mes questions. Et je dis à toutes celles et tous ceux qui ont envie de faire mémoire un peu de ce qui s'est passé ces 20 dernières années en Iparralde, qu'il y a 2 livres qui sont intéressants. Vous n'allez pas lire ça comme un polar, je signale tout de suite. Quand même, en même temps, vous n'achetez pas un truc facile, mais vous achetez un truc utile. Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie. Et à tous, bon appétit. Merci. Mil esker handi bat, mil esker Patrick Pepin, eta biztan dena mil esker Guzki Urteaga, bi liburu presentatuak izan zauzkigu hemen, La nouvelle politique linguistique au Pays Basque, eta l'essor du vote nationaliste basque, bi liburuak frantsesez idatziak izan direnak, eta L'Harmattan argitaletxeak argitaratu dituenak berriki, eta atxemanen dituzuenak biztan dena idazlen Biltzar juntan.